Un chauffeur de bus scolaire a commencé à remarquer une jeune fille qui pleurait silencieusement chaque après-midi sur son trajet. Son comportement devenait de plus en plus préoccupant au fil des jours. Un jour, après avoir déposé tous les élèves, il décida d'enquêter et regarda sous son siège. Et ce qu'il découvrit le fit sursauter. Walter Harmon ajusta son rétroviseur d'un geste expérimenté alors que le bus scolaire grondant parcourait les rues résidentielles de Sainte-Marguerite en région parisienne. À 62 ans, le mécanicien à la retraite avait trouvé une seconde carrière inattendue comme chauffeur de bus scolaire, un travail qui donnait une structure et un but à sa journée après 35 ans à réparer des moteurs et des transmissions. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres sur les sièges bleu-gris. Walter consulta sa montre. 15h45, pile à l'heure pour les déposes de l'après-midi. La plupart des élèves du collège Sainte-Marguerite bavardaient joyeusement des projets du week-end, des examens à venir ou des derniers drames des réseaux sociaux. La cacophonie habituelle de la vie adolescente remplissait le bus. Mais lorsque Walter vérifiqua à nouveau son rétroviseur, son regard se posa sur une fille assise seule près de l'avant. Elle était assise juste 3 rangées derrière, directement au-dessus de la bouche d'aération, son visage partiellement caché par des mèches de cheveux bruns. Ses épaules étaient voûtées vers l'avant, et bien qu'elle tentât de le dissimuler, Walter pouvait voir sa main remonter occasionnellement pour essuyer des larmes. C'était le 3e jour consécutif qu'il la remarquait pleurer, toujours selon le même schéma, silencieuse et réservée quand le bus était plein, relâchant progressivement sa garde au fur et à mesure que les élèves descendaient à leurs arrêts. Walter fronça les sourcils, l'inquiétude creusant des rides plus profondes sur son visage buriné. Il conduisait cette ligne assez longtemps pour reconnaître les signes d'un enfant en détresse. Regardant sa liste d'élèves où il conservait les noms des étudiants, il confirma ce qu'il savait déjà. Elle s'appelait Rory Carson, classe 3e B. Elle n'était inscrite au collège Sainte-Marguerite que depuis 2 semaines. La première semaine, Walter n'avait pas fait grand cas de son comportement silencieux. Les nouveaux élèves restent souvent dans leur coin jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repère. Mais cette 2e semaine avait révélé un schéma troublant et aujourd'hui semblait particulièrement difficile. Rue de la Paix à l'approche, annonça Walter en ralentissant pour l'arrêt. 2 garçons prirent leur sac à dos et se dirigèrent vers l'avant, remerciant Walter en descendant du bus. Il les regarda marcher vers leur maison avant de fermer la porte et de continuer sa route. À chaque arrêt, le bus se vidait et Walter continuait de jeter des coups d'œil à Rory dans son rétroviseur. Il ne restait plus que 5 élèves maintenant, et l'arrêt de Rory était le dernier de son trajet. Alors que le bus se vidait davantage, ses larmes silencieuses devenaient plus évidentes. À un moment, Walter remarqua quelque chose de particulier. Alors qu'il négociait un virage, Rory se pencha soudainement vers l'avant, sa main disparaissant sous le siège. Walter ne pouvait pas voir clairement ce qu'elle faisait. Il devait garder les yeux sur la route, mais il semblait qu'elle examinait la bouche d'aération sous le siège. Un cliquetis métallique résonna dans le bus maintenant silencieux. « Tout va bien là derrière ?» appela Walter, préoccupé. La tête de Rory se redressa brusquement, ses yeux écarquillés de surprise. « Oui » dit-elle rapidement, sa voix à peine audible. « Désolé, j'ai fait tomber mon mouchoir. » Walter hocha la tête et reporta son attention sur la route, mais quelque chose clochait. Il prit une longue inspiration contemplative. Hier, il avait essayé d'engager la conversation avec la fille, lui demandant comment se passaient ses cours et comment elle s'adaptait, mais elle n'avait offert que des réponses d'un mot avant de se retirer dans le silence. Après avoir déposé les élèves restants, Walter approcha finalement de l'arrêt de Rory, une modeste maison à 2 étages au revêtement bleu délavé au bout de la rue des Érables. Alors qu'il arrêtait le bus, Walter prit une décision. Il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il voyait jour après jour. « Dernier arrêt » annonça-t-il en ouvrant la porte. Rory prit son sac à dos rose et se leva, ses mouvements léthargiques. En passant devant Walter, il remarqua ses yeux rougis et les cernes sombres dessous. « Bonne soirée, Rory » dit-il avec un sourire bienveillant. Elle hocha la tête sans établir de contact visuel et descendit du bus. À sa grande surprise, Walter la suivit, descendant sur le trottoir. « Pourquoi me suivez-vous » demanda-t-elle, sa voix teintée d'alarme. Walter leva les mains dans un geste apaisant. « Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous semblez bouleversé dans le bus dernièrement, » dit-il. « C'est arrivé plusieurs fois maintenant. Je voulais juste m'assurer auprès de vos parents que tout va bien. » La peur traversa le visage de Rory, bien qu'elle tentât rapidement de la masquer. « Ce n'est pas nécessaire, » insista-t-elle, sa voix montant légèrement. « Ce n'est rien d'important. L'école est juste difficile, et mes amis de mon ancienne école me manquent. » Walter étudia son visage, incertain.
Ses décennies d'expérience de la vie lui disaient qu'il y avait plus dans cette histoire, mais il ne voulait pas pousser trop fort et l'effrayer. « Je comprends, » dit-il, « mais parfois il est utile de... » La porte d'entrée de la maison s'ouvrit soudainement, l'interrompant. Un homme sortit sur le porche, son expression impassible. « Rory » appela-t-il sèchement. « Rentre à la maison. » Rory lança à Walter un regard qui semblait presque suppliant avant de se précipiter vers la maison, ses pas pressés sur l'allée de béton. L'attention de l'homme se tourna vers Walter. « Y a-t-il un problème » demanda-t-il, son ton neutre mais d'une certaine manière peu accueillant. Walter hésita un moment avant de décider de s'approcher. Il remonta l'allée vers le porche, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Pas de problème, monsieur, » dit Walter. « Je suis Walter Harmon, le chauffeur de bus de Rory. Je voulais juste vérifier parce que j'ai remarqué qu'elle semblait bouleversée sur le trajet du retour ces derniers temps. » L'expression de l'homme ne changea pas. « Je suis Greg Whitmore, le beau-père de Rory, » dit-il. « Sa mère n'est pas à la maison en ce moment. » Walter hocha la tête. « Je voulais juste vous faire savoir que Rory pleure dans le bus. J'étais préoccupé que quelque chose puisse la troubler. » Le visage de Greg s'adoucit légèrement, bien que cela n'atteigne pas ses yeux. « Sa grand-mère est décédée récemment, » expliqua-t-il. « C'est dur pour nous tous, mais particulièrement pour Rory. Elles étaient proches. Elle s'en remettra, espérons-le. »« Je suis désolé d'apprendre cela, » dit Walter, ressentant une pointe de soulagement qu'il y ait une explication. « Veuillez accepter mes condoléances. Je ne voulais pas m'immiscer. »« Merci, » dit Greg, se détournant déjà. « Bonne journée. » Avant que Walter puisse finir de leur souhaiter une bonne soirée en retour, la porte se ferma avec un clic décisif. En retournant vers son bus, Walter ne pouvait se défaire d'un sentiment persistant de malaise. L'explication du beau-père avait du sens, mais quelque chose dans son comportement semblait étrange. Il n'y avait aucune trace de chagrin dans sa voix quand il avait mentionné la mort de la grand-mère. Il avait semblé très prompt à écarter Walter. « Peut-être que je réfléchis trop », marmonna Walter en remontant dans le siège conducteur. L'homme pourrait juste être occupé ou discret. Pourtant, alors qu'il démarrait le moteur et s'éloignait du trottoir, l'image du regard suppliant de Rory resta avec lui. Walter conduisit le bus de retour au dépôt, naviguant dans les rues familières en pilote automatique, tandis que son esprit restait préoccupé par Rory. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre, projetant de longues ombres sur le quartier alors qu'il se garait au dépôt de bus scolaire. Après avoir garé à sa place désignée, Walter commença sa routine de fin de journée. Il parcourut la longueur du bus, vérifiant chaque siège pour des objets oubliés, et ramassa l'assortiment inévitable de détritus. Devoirs froissés, sachets de chips vides et bouteilles d'eau à moitié finies. Il plaça chaque objet dans le sac poubelle qu'il gardait toujours sous la main, se déplaçant méthodiquement de l'arrière du bus vers l'avant. Quand il atteignit les sièges avant, Walter s'arrêta. C'était là que Rory s'était assise, juste au-dessus de la bouche d'aération. Il se rappela le cliquetis qu'il avait entendu et son explication précipitée concernant le mouchoir tombé. En regardant le siège maintenant, il réalisa qu'il ne l'avait pas vue avec des mouchoirs quand elle avait quitté le bus. Peut-être les avait-elle mis dans sa poche, mais l'instinct de Walter lui disait d'enquêter davantage. Il s'accroupit, ses genoux protestant avec une douleur sourde. Le sol autour du siège semblait propre. Pas de mouchoir ni de débris évidents. L'attention de Walter se tourna vers la bouche d'aération elle-même. Elle était solidement fixée au sol, mais en l'examinant de plus près, il remarqua un petit espace entre la bouche d'aération et la base du siège. « Voyons ce que nous avons ici », murmura-t-il, atteignant avec ses doigts dans l'espace étroit. Ses doigts frôlèrent quelque chose de lisse et d'inhabituel. Avec quelque effort, Walter parvint à extraire un petit paquet en plastique. Quand il le sortit dans la lumière, son souffle se coupa dans sa gorge. C'était une plaquette de pilules roses partiellement utilisée. Walter la retourna dans sa main, étudiant le médicament inconnu. La marque était imprimée au dos avec les informations de dosage. Qu'est-ce que c'est que ça? Walter sortit son téléphone et rechercha rapidement le nom du médicament en ligne. Ses yeux s'élargirent en lisant les résultats de recherche. C'étaient des pilules contraceptives. Walter s'assit lourdement sur le siège conducteur, fixant le paquet dans sa main. Une fille de 14 ou 15 ans cachait des pilules contraceptives sous son siège dans le bus scolaire. Combiné avec ses pleurs et son comportement renfermé, cela peignait un tableau préoccupant. Walter prit plusieurs photos des pilules avec son téléphone, documentant soigneusement ce qu'il avait trouvé et où. Puis il glissa les pilules dans sa sacoche, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer.
Avec des doigts légèrement tremblants, Walter localisa les informations de contact du principal dans son téléphone et joignit les photos à un message. Astérisque, trouvez ces pilules cachées sous un siège dans mon bus aujourd'hui. Elles appartiennent à une élève. Veuillez me conseiller sur les prochaines étapes, astérisque. Après avoir envoyé le message, Walter attendit un moment, mais aucune réponse immédiate ne vint. De plus en plus anxieux, il décida d'appeler directement le principal. Après 3 sonneries, une voix lasse répondit. Principal Daniels à l'appareil. Bonjour, monsieur. C'est Walter Harmon, chauffeur de bus pour la ligne 14. Le soupir du principal était audible à travers le téléphone. Monsieur Harmon, je suis actuellement en réunion avec le conseil d'école. Est-ce urgent? Je crois que oui, monsieur. Je viens de vous envoyer des photos. Je n'ai pas eu le temps de vérifier mes messages, coupa le principal Daniels, sa voix tendue d'impatience. À quel point cela peut-il être important pour que ça ne puisse pas attendre après ma réunion? Walter hésita, incertain de combien dire au téléphone. J'ai trouvé quelque chose de préoccupant dans le bus qui appartient à une de vos élèves. Je pense que vous devriez y jeter un coup d'œil dès que possible. Je regarderai ce que vous avez envoyé après ma réunion, répondit le principal, son ton indiquant clairement que la conversation était terminée. Je n'aime pas être dérangé à moins qu'il y ait une véritable urgence. L'appel se termina abruptement, laissant Walter fixer son téléphone avec frustration. Il s'attendait à plus d'urgence de la part du principal, surtout compte tenu de la nature de sa découverte. « Je suppose que je vais devoir gérer cela moi-même pour l'instant », marmonna Walter, rangeant son téléphone et rassemblant ses affaires. Walter rendit la clé du bus au bureau de la station, pointa sa sortie et se dirigea vers le parking où l'attendait sa vieille Peugeot. La voiture avait connu des jours meilleurs. La peinture bleue se décolorait et il y avait un cliquetis persistant dans le moteur, mais elle l'accompagnait depuis 15 ans et fonctionnait encore assez bien. En sortant de la station, l'esprit de Walter bouillonnait d'indécision. Il savait que sa route vers la maison le mènerait directement devant la maison de Rory. Une partie de lui se sentait obligée de s'y arrêter à nouveau pour montrer au beau-père ce qu'il avait trouvé et s'assurer que la fille était en sécurité. Mais le souvenir de l'attitude dédaigneuse de Greg Whitmore le fit hésiter. Peut-être qu'il ne sait même pas, raisonna Walter à haute voix en conduisant. La fille pourrait les prendre en secret. Il dépassa l'embranchement vers la rue des Érables, où se dressait la maison de Rory, puis ralentit sa voiture, sa conscience le taraudant. Après un moment d'hésitation, il fit demi-tour au prochain croisement et retourna sur ses pas. En s'arrêtant devant la modeste maison bleue, Walter prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Il ne se réjouissait pas d'une autre interaction avec Greg Whitmore, mais son inquiétude pour Rory l'emportait sur son malaise. Il s'approcha de la porte et frappa fermement. Aucune réponse ne vint. Il attendit un intervalle raisonnable avant de frapper à nouveau, cette fois un peu plus fort. Toujours rien. Walter regarda par la fenêtre d'entrée. La maison était sombre à l'intérieur. Aucun signe de mouvement ou de vie. Il semblait que personne n'était à la maison malgré le fait que moins d'1 heure s'était écoulée depuis qu'il avait déposé Rory. Retournant à sa voiture, Walter sortit la liste de contacts d'urgence qu'il gardait pour tous les élèves de sa ligne. Il localisa les informations de Rory et trouva le numéro de contact listé sous le nom de Greg Whitmore. Il composa le numéro, mais après plusieurs sonneries, cela alla sur messagerie. Étrange, marmonna Walter, raccrochant sans laisser de message. Où ont-ils pu aller si rapidement? Avec un soupir, il redémarra sa voiture et continua son chemin vers la maison. Il avait fait ce qu'il pouvait pour l'instant. Peut-être que le principal le rappellerait bientôt, ou il pourrait essayer de contacter à nouveau la famille de Rory plus tard. Walter n'avait conduit que quelques kilomètres quand il aperçut une silhouette familière sortant de la pharmacie rue du Commerce. C'était Rory marchant seule. Elle avait l'air misérable, un bras enroulé autour de son estomac comme si elle souffrait. Sans réfléchir à 2 fois, Walter se gara sur le trottoir et sortit de sa voiture. Rory, aplatait doucement, ne voulant pas l'effrayer. La fille leva les yeux, la surprise et la lassitude traversant son visage quand elle le reconnut. Elle s'arrêta de marcher mais maintint sa distance. « Ça va ?» demanda Walter, remarquant sa pâleur. « On dirait que vous souffrez. »« Ça va » dit-elle platement, bien que sa posture suggère le contraire. Walter regarda autour de lui. « Où est votre beau-père? Il vous a déposé ici ?»« Ce ne sont pas vos affaires, » répondit Rory, sa voix se durcissant. « Que voulez-vous de moi ?» Walter leva les mains dans un geste non menaçant. « Je suis juste inquiet pour vous. C'est tout. Je conduis des bus scolaires depuis des années et je peux dire quand un élève traverse une période difficile. » Rory bougea inconfortablement.
serrant son ventre plus fort. « J'ai dit que ça allait. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. » Avant que Walter puisse répondre, un couple d'âge moyen qui passait ralentit le pas, regardant entre lui et Rory avec inquiétude. « Tout va bien ici ?» demanda l'homme, dirigeant la question vers Rory. La fille hésita, puis dit d'une voix calme. « Il me fait peur. » Le couple s'interposa immédiatement entre Walter et Rory, leur posture protectrice. « Monsieur, je pense que vous devriez partir, » dit fermement la femme. Walter sentit son visage rougir d'embarras et de frustration. « Je suis son chauffeur de bus scolaire. Je vérifiais juste si elle avait besoin d'aide. »« Elle ne veut clairement pas de votre aide, » répondit l'homme. « Partez avant qu'on appelle la police. » Ne voyant aucun moyen de s'expliquer sans empirer la situation, Walter retourna à contre-cœur vers sa voiture. En s'éloignant du trottoir, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et vit que le couple avait déjà continué à marcher, laissant Rory seul à nouveau. Il ralentit sa voiture, regardant Rory se pencher soudainement sur une poubelle proche et vomir violemment. « Quelque chose ne va vraiment pas, » marmonna Walter, se sentant de plus en plus troublé. Son premier instinct fut d'appeler la police. Mais que leur dirait-il? Qu'une fille avait dit qu'elle avait peur de lui, qu'il avait trouvé des pilules contraceptives et maintenant elle vomissait? Il n'avait aucune preuve concrète de danger immédiat et impliquer les autorités sans d'abord parler aux parents pourrait créer des problèmes inutiles. Walter décida de garder un œil sur Rory à distance. Il gara sa voiture de l'autre côté de la rue, se sentant mal à l'aise de traquer essentiellement une jeune fille, mais convaincu que ses intentions étaient pures. S'il voyait quelque chose de vraiment alarmant, il interviendrait. Depuis son poste d'observation, Walter regarda Rory se ressaisir et marcher d'un pas chancelant vers un petit magasin de vins et spiritueux au bout du pâté de maison. Elle disparut à l'intérieur, et Walter attendit, vérifiant occasionnellement son téléphone pour toute réponse du principal. Après environ 10 minutes, un mouvement au magasin attira l'attention de Walter. Rory sortit, mais elle n'était pas seule. Greg Whitmore la suivit, se tournant pour fermer la porte derrière lui et retourna le panneau d'ouvert à fermer. Walter réalisa que Greg devait posséder ou travailler au magasin de vin, expliquant pourquoi il n'était pas à la maison plus tôt. Les deux marchèrent vers une berline garée à proximité. À travers la vitre de sa voiture, Walter observa Greg tendre quelque chose à boire à Rory. À cette distance, il ne pouvait pas dire si c'était de l'alcool ou quelque chose d'innocent comme de l'eau ou du soda. La fille le prit sans enthousiasme, gardant le regard baissé. Le doigt de Walter plana au-dessus du bouton d'appel d'urgence de son téléphone. Devrait-il appeler la police? Et s'il réagissait de manière excessive et qu'il y avait une explication parfaitement innocente à tout ce qu'il avait vu? Mais s'il ne réagissait pas et que Rory était en réel danger? Alors qu'il débattait avec lui-même, la voiture de Greg s'éloigna du trottoir. Prenant une décision instantanée, Walter démarra son moteur. Il les suivrait juste pour s'assurer que Rory était en sécurité et continuerait pendant ce temps à essayer de joindre quelqu'un en autorité qui pourrait aider. Alors que Walter suivait la berline de Greg à une distance discrète, il se creusait la cervelle pour d'autres moyens d'aider Rory. Le principal n'avait pas répondu à son message, mais peut-être y avait-il quelqu'un d'autre à l'école qu'il pouvait contacter. Gardant un œil sur la route devant lui, Walter parcourut ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le numéro de la professeure principale de Rory, Madame Marguerite. Il l'avait rencontrée au début de l'année scolaire lors de la journée d'orientation du personnel et se souvenait d'elle comme d'une éducatrice attentionnée et attentive. Il mit le téléphone sur haut-parleur et le plaça dans le porte-gobelet pendant qu'il sonnait. « Allô » répondit une voix féminine après la troisième sonnerie. « Madame Marguerite, c'est Walter Harmon, le conducteur de la ligne de bus 14. »« Oui, monsieur Harmon. Tout va bien ?» Sa voix portait une note de surprise de recevoir un appel d'un chauffeur de bus. « J'appelle au sujet d'une de vos élèves, Rory Carson. » expliqua Walter, gardant sa voix basse même s'il n'y avait aucun moyen que Greg ou Rory puissent l'entendre de l'autre voiture. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son comportement dernièrement ?» Il y eut une pause avant que Madame Marguerite réponde. « Sont-on plus sérieux ?»« En fait, oui. Elle est très silencieuse, n'approche jamais les autres élèves pour se lier d'amitié, et elle s'excuse aux toilettes plusieurs fois pendant les cours. » Walter hocha la tête, une autre pièce du puzzle se mettant en place. « Autre chose ? » Aujourd'hui, elle semblait particulièrement mal, continua Madame Marguerite. Je lui ai suggéré d'aller à l'infirmerie, mais apparemment elle est allée dans la salle de théâtre à la place et s'est endormie. Un des professeurs de théâtre l'a trouvée là plus tard. Avez-vous signalé cela au principal Daniels? Demanda Walter, maintenant soigneusement sa distance de la voiture de Greg alors qu'il tournait sur l'autoroute. Oui, mais il l'a écarté comme une rébellion typique de nouvel élève.
Il a dit qu'il s'occuperait d'elle demain après sa réunion avec le conseil d'école. Madame Marguerite fit une pause. « Pourquoi demandez-vous cela, monsieur Harmon? Quelque chose s'est-il passé dans votre bus ?» Walter prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé quelque chose sous le siège de Rory aujourd'hui. » Il s'arrêta brièvement pour envoyer à Madame Marguerite les mêmes photos qu'il avait envoyées au principal. « Je vous envoie des photos maintenant. » Il entendit le doux ping d'un message reçu, puis le silence alors que Madame Marguerite examinait vraisemblablement les images. « Ce sont des pilules contraceptives, » dit-elle finalement, sa voix chuchotée de préoccupation. « Où exactement les avez-vous trouvées ?»« Cachées sous le siège où Rory s'assoit toujours, » confirma Walter. « D'après ce que j'ai observé et ce que vous venez de me dire, je suis très inquiet pour elle. »« C'est sérieux, » convint Madame Marguerite. « Les parents doivent être informés immédiatement. » « J'ai essayé de les joindre, » expliqua Walter, décrivant sa visite précédente à leur domicile et sa situation actuelle suivant la voiture de Greg. « J'envisage d'appeler la police, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision encore. »« S'il vous plaît, n'appelez pas encore la police, » pressa Madame Marguerite. « Le principal Daniel serait furieux si nous impliquions les forces de l'ordre sans son approbation. Nous devrions essayer de gérer cela en interne d'abord. Je vais voir si je peux trouver les informations de contact de la mère dans notre système. » Walter remarqua que la voiture de Greg se dirigeait maintenant vers la périphérie de la ville, loin des zones résidentielles. « Ils roulent vers la périphérie de la ville maintenant, » rapporta-t-il. « Je vais rester avec eux et m'assurer que Rory est en sécurité. »« Soyez prudent, Walter, » avertit Madame Marguerite. « Tenez-moi au courant, et j'essaierai de joindre la mère. » Après avoir terminé l'appel, Walter se concentra sur le maintien d'une distance de sécurité alors que la berline de Greg continuait sur l'autoroute. Après environ 45 minutes de conduite, ils tournèrent vers un parc rural, une zone spacieuse avec des sentiers de randonnée, des aires de pique-nique et un petit lac. Il était près de 16h30, et bien que le parc ne fût pas bondé, il y avait encore quelques familles profitant du soleil de fin d'après-midi. Greg se gara dans le parking près de l'entrée, et Walter trouva une place plusieurs rangées plus loin, où il pouvait observer sans être évident. Il regarda Greg et Rory sortir de la voiture et marcher vers l'aire de pique-nique. Greg portait une petite glacière tandis que Rory traînait derrière lui, sa posture suggérant la réticence. Walter attendit jusqu'à ce qu'il soit installé avant de sortir prudemment de son propre véhicule et de les suivre à pied, maintenant sa distance mais les gardant en vue. Un sentiment de terreur tira dans l'estomac de Walter, mais il espérait que c'était juste un pique-nique familial régulier. Mais pourquoi la fille avait-elle l'air si misérable si c'était juste une sortie familiale innocente? Walter se fraya un chemin à travers le parc, restant sur les sentiers essayant d'apparaître comme n'importe quel autre visiteur profitant du soleil de fin d'après-midi. Il gardait Greg et Rory dans sa vision périphérique, ne voulant pas attirer l'attention sur lui en les fixant directement. Le beau-père avait installé une couverture de pique-nique sur l'herbe, disposant les articles de la glacière qu'il avait apportés. Walter observa Greg ouvrir une bouteille de bière pour lui-même et tendre à Rory ce qui semblait être un soda en canette. Un soulagement envahit Walter à cette vue. Au moins Greg ne donnait pas d'alcool à un mineur, comme il l'avait craint plus tôt. Depuis son poste d'observation sur un banc proche, Walter observa leur interaction. Ce qui aurait pu ressembler à un pique-nique familial normal pour des observateurs occasionnels lui parut distinctement inconfortable. Rory était assise rigidement au bord de la couverture, touchant à peine à sa boisson. Elle gardait le regard fixé au sol, répondant aux commentaires occasionnels de Greg avec des mouvements minimaux. À un moment, Greg tendit la main et plaça ses mains sur les épaules de Rory dans ce qui semblait être un massage plaisantin. La fille se tendit immédiatement et repoussa ses mains avec une force surprenante. Greg éclata de rire, mais Walter put voir l'éclair bref de colère dans son expression. « Peut-être que je réagis de manière excessive », murmura Walter pour lui-même, le doute s'insinuant. Peut-être que Rory était vraiment juste en deuil de la mort de sa grand-mère, comme Greg l'avait affirmé. Peut-être que les pilules contraceptives étaient liées à une relation avec un garçon de son âge. Troublant pour quelqu'un d'aussi jeune, mais pas nécessairement sinistre. Walter envisageait de partir et de permettre au principal de gérer la situation. Demain, quand il remarqua 3 hommes s'approchant du lieu de pique-nique de Greg et Rory. Ils avaient la trentaine ou la quarantaine, habillés décontractés, mais avec une intensité dans leur manière qui mit immédiatement Walter en alerte. Greg se leva pour les accueillir, tapant dans le dos de l'un d'eux riant comme s'ils étaient de vieux amis. Après une brève conversation que Walter ne pouvait entendre de sa position, Greg fit signe à Rory de se lever. Les 5 d'entre eux, Greg, Rory et les 3 hommes,
commencèrent à s'éloigner de l'aire de pique-nique vers un bâtiment simple et blanc qui semblait être un hangar de maintenance pour le parc. L'inquiétude de Walter revint au centuple alors qu'il regardait l'un des hommes produire une clé et déverrouiller la porte. Il n'y avait aucune raison légitime que Walter puisse imaginer pour que 4 hommes adultes emmènent une adolescente dans un hangar verrouillé dans une partie isolée du parc. Les mains tremblant légèrement, Walter sortit son téléphone et composa le 112. « 112. Quelle est votre urgence ?» Le répartiteur répondit rapidement. « Je dois signaler une situation suspecte impliquant un mineur, » dit Walter, gardant sa voix basse en se rapprochant du hangar. « Je suis au parc du lac Saint-Pierre, près des bâtiments de maintenance du côté est. Une adolescente a été emmenée dans un hangar verrouillé par 4 hommes adultes. Je crois qu'elle pourrait être en danger. Monsieur, êtes-vous certain que la jeune fille est en danger? La connaissez-vous? Oui, je suis son chauffeur de bus scolaire. J'ai été préoccupé par son comportement et j'ai découvert qu'elle cachait des pilules contraceptives dans mon bus. Maintenant, son beau-père l'a amenée dans cet endroit isolé pour rencontrer ces hommes. » La voix de Walter devint plus urgente. « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement. Quelque chose ne va vraiment pas ici. »« Nous envoyons des officiers à votre emplacement maintenant, » l'assura le répartiteur. « Ils devraient être là dans environ 10 minutes. Pouvez-vous rester en ligne en toute sécurité et garder le bâtiment en vue sans vous approcher? »« Oui, je peux faire ça, » confirma Walter, trouvant une position derrière un groupe d'arbres où il pouvait observer le hangar sans être facilement repéré. « Pouvez-vous décrire les individus impliqués ?» demanda le répartiteur. Walter fournit des descriptions de Greg, Rory et des 3 hommes du mieux qu'il put, incluant des détails sur leurs vêtements et les véhicules dans le parking. Pendant qu'il parlait, il se rapprocha du hangar, son inquiétude pour Rory l'emportant sur sa prudence habituelle. Le bâtiment avait de petites fenêtres poussiéreuses situées haut dans les murs. Walter s'approcha de l'une d'elles, essuyant la saleté avec sa manche pour regarder à l'intérieur. L'intérieur était faiblement éclairé, mais il pouvait distinguer les silhouettes des 4 hommes rassemblés autour de Rory. La fille était acculée contre un mur, son visage strié de larmes. « Fais ce qu'on te dit, Rory », entendit Walter Gregg dire, sa voix étouffée mais audible à travers les murs minces. « Tu sais ce qui arrive si tu ne coopères pas. »« S'il vous plaît, ne me forcez pas, » supplia Rory, sa voix se brisant. « Je ne peux pas faire ça. »« Ta mère te détestera pour ça, » siffla Greg, sa voix baissant. « Quand elle découvrira que tu es enceinte, elle aura un nouveau bébé. Elle t'oubliera même que tu existes. » Le sang de Walter se glaça à ces mots. Il rapporta ce qu'il entendait au répartiteur du 112, sa voix tendue de colère. « La police arrive dans 3 minutes, » l'informa le répartiteur. « S'il vous plaît, n'essayez pas d'intervenir vous-même. » Walter était sur le point de répondre quand il sentit une main sur son épaule. Il sursauta, manquant de lâcher son téléphone en se retournant pour trouver 2 hommes en tenue de course debout derrière lui. « Qu'est-ce que vous faites à regarder là-dedans, mon vieux ?» demanda l'un d'eux, son expression soupçonneuse. Walter expliqua rapidement la situation, gardant sa voix basse. « Il y a une fille là-dedans qui a besoin d'aide. J'ai appelé la police. Ils arrivent. » Les 2 joggeurs échangèrent des regards, puis regardèrent par la fenêtre même. Leurs expressions se durcirent en prenant connaissance de la scène à l'intérieur. « On ne peut pas juste attendre dehors, » dit le plus grand des 2, sa mâchoire serrée de détermination. Il pourrait être en train de lui faire du mal en ce moment. « La police a dit d'attendre, » commença Walter, mais fut interrompu par un silence soudain venant de l'intérieur du hangar. Les hommes avaient apparemment entendu quelque chose et s'étaient tus. Prenant une décision instantanée, les joggeurs s'approchèrent de la porte et y frappèrent avec force. « Hé, ouvrez là-dedans !» cria l'un d'eux. Un silence complet tomba, s'étirant pendant plusieurs secondes. Puis faiblement ils entendirent la voix de Rory crier « Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît !» Comme sur un signal, des sirènes de police hurlèrent au loin, devenant rapidement plus fortes. 2 voitures de patrouille arrivèrent dans le parc, gyrophares clignotant, et 4 officiers s'approchèrent rapidement de la scène, dégainant leurs armes. « Police !» Tout le monde à l'intérieur, sortait avec les mains visibles, commanda un officier à travers la porte. Quand aucune réponse immédiate ne vint, les officiers échangèrent quelques mots rapides avant qu'un d'entre eux retourne à la voiture de patrouille et récupère un outil lourd. Avec une efficacité pratiquée, ils enfoncèrent la porte, le bois se fendant autour de la serrure. Les mains en l'air. « À genoux maintenant !» crièrent les officiers en entrant dans le hangar. 3 des hommes obéirent immédiatement, tombant à genoux avec les mains levées. Mais Greg resta debout près de Rory, qui était recroquevillé au sol. « Éloignez-vous de la fille !» ordonna un officier, son arme pointée sur Greg.
Le visage de Greg se tordit de défi. « Tout cela est un malentendu, » insista-t-il, ne bougeant pas de sa position au-dessus de Rory. « Dernier avertissement, » dit fermement l'officier. « Éloignez-vous maintenant ou nous utiliserons la force. » Avec une lenteur délibérée, Greg tendit la main vers une bouteille d'alcool sur une étagère proche. « Vous ne comprenez pas, » commença-t-il, sa main se refermant autour du goulot de la bouteille. « Lâchez ça !» crièrent plusieurs officiers à l'unisson. « Lâchez ça maintenant ou nous tirerons. » Pour un moment tendu, il sembla que Greg pourrait tenter quelque chose de désespéré. Puis, avec un juron, il laissa la bouteille retomber sur l'étagère et leva les mains. À genoux, dirigea encore l'officier. Finalement, Greg obéit, s'agenouillant. Les officiers intervinrent rapidement pour le menotter. Alors qu'ils emmenaient les hommes un par un, le regard de Greg se fixa sur Walter debout à l'extérieur. Son visage se tordit de rage. Et avec un soudain élan de force, il fonça vers Walter, manquant de se libérer de la prise de l'officier. « Toi, c'est de ta faute » cria-t-il, tentant de donner un coup de tête à Walter avant que les officiers le maîtrisent complètement. Walter recula, le choc le traversant face à la violence de l'homme. Il regarda les officiers sécuriser Greg dans une des voitures de patrouille. L'homme continuait de hurler des obscénités par la fenêtre. À l'intérieur du hangar, Rory restait recroquevillé au sol, ses bras enroulés protectivement autour d'elle tandis qu'un officier s'approchait doucement d'elle. En moins de 20 minutes après les arrestations, le parc calme s'était transformé en un tourbillon d'activités officielles. 2 voitures de police supplémentaires étaient arrivées avec une ambulance et un véhicule transportant une assistante sociale. Du ruban de scène de crime jaune délimitait la zone autour du hangar et les officiers prenaient les déclarations de Walter et des 2 joggeurs qui avaient aidé à intervenir. Les ambulanciers avaient guidé Rory pour qu'elle s'assoie à l'arrière de l'ambulance où ils vérifiaient ses signes vitaux et lui offraient une couverture malgré la température clémente du soir. Une assistante sociale féminine était assise à côté d'elle, parlant d'un ton doux que Walter ne pouvait entendre de sa position. Walter regarda les 2 joggeurs finir de donner leur déclaration. Ils lui firent un signe de tête en partant, l'un lui donnant un pouce levé respectueux. Walter ressentit une profonde gratitude pour leur intervention. Des étrangers qui avaient choisi de s'impliquer alors qu'ils auraient pu simplement passer leur chemin. Alors que la police terminait d'enregistrer sa propre déclaration, Walter vit Rory jeter un coup d'œil dans sa direction. Ses yeux encore rougis de pleurs portaient une nouvelle expression, une gratitude hésitante. Elle dit quelque chose à l'assistante sociale, qui hocha la tête et fit signe à Walter de s'approcher. Walter s'avança lentement, ne voulant pas submerger la fille après tout ce qu'elle avait vécu. « Merci », dit doucement Rory alors qu'il atteignait l'ambulance, sa voix rauque d'avoir pleuré. Walter hocha la tête, sa gorge serrée d'émotion. « Je suis juste content que vous soyez en sécurité maintenant. » Il s'accroupit pour être à son niveau, puis atteignit sa sacoche et sortit soigneusement les pilules qu'il avait trouvées plus tôt. Il les montra à Rory et aux officiels présents. « Rory, » dit-il doucement, « j'ai trouvé ceci sur votre siège dans le bus. Je pense que vous devez expliquer à ces personnes au sujet de ces pilules, si vous les preniez à cause de ce que votre beau-père vous faisait. » Le visage de Rory s'effondra à la vue des pilules, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Elle regarda entre Walter, l'assistante sociale et l'officière de police féminine qui les avait rejoints. « C'est bon, Rory, là sera l'assistante sociale. Vous n'êtes pas en difficulté. Nous avons juste besoin de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir vous aider. » Rory prit une respiration tremblante et commença à parler, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ma mère a divorcé de mon vrai père l'année dernière. Comment ça t'est-elle? Il a eu des ennuis avec la police pour fraude ou quelque chose comme ça. Puis maman a rencontré Greg et elle est tombée enceinte assez rapidement. » Rory fit une pause, se frottant les bras comme s'il avait froid malgré la couverture. « Maman est partie depuis 2 semaines maintenant. Elle reste chez ma grand-mère parce que c'est notre tradition familiale. Elle voulait accoucher là-bas et rester à moi pour s'occuper du bébé. » L'assistante sociale prenait des notes pendant que Rory parlait, hochant la tête d'encouragement occasionnellement. « Quand est-ce que Greg a commencé à vous faire du mal ?» demanda doucement l'officière de police. Le regard de Rory baissa vers ses mains. « Il y a 1 mois, » chuchota-t-elle. « Il a commencé à venir dans ma chambre la nuit quand je dormais. J'avais tellement peur, mais il m'a dit que si je le disais à quelqu'un, surtout à ma mère, il nous tuerait nous et le bébé aussi. » Sa voix se brisa. « Alors je suis juste restée silencieuse tout le temps. »« Et les pilules ?» demanda doucement Walter, désignant le paquet de contraceptifs. « J'ai commencé à me sentir malade le matin, » continua Rory. « Une des filles à l'école a remarqué et m'a dit que je devrais prendre des pilules de prévention de grossesse. Je ne comprenais pas vraiment,
mais elle a dit qu'elle m'aiderait à ne pas tomber enceinte. Alors je les ai achetés avec l'argent que j'avais économisé. » L'ambulancier échangea des regards avec l'assistante sociale, tout de semblant préoccupé. « Rory, » dit prudemment l'ambulancier, « si vous vous sentiez déjà malade, comme des nausées matinales, alors les pilules de prévention n'auraient pas aidé. Elles sont destinées à prévenir la grossesse avant qu'elle arrive, pas à arrêter une qui a déjà commencé. » Rory leva les yeux, la confusion et la peur dans ses yeux. « Je ne savais pas ça. Je pensais qu'elles arrêteraient la maladie. Quelqu'un les a trouvées dans mon sac à dos à l'école, » continua T.L. « Alors j'ai commencé à les cacher sous le siège du bus où je m'assieds toujours. » L'officière de police posa une main douce sur l'épaule de Rory. « Rory, nous allons devoir contacter votre mère et votre école, et nous devons faire examiner par un médecin pour déterminer si vous êtes enceinte. »« Non, s'il vous plaît, » supplia Rory, une nouvelle panique dans sa voix. « Je ne veux pas de ça. Je ne peux pas être enceinte. Ma mère me détestera. »« Votre mère ne vous détestera pas, » l'assura l'assistante sociale. « Rien de tout cela n'est de votre faute, Rory. Votre beau-père est celui qui a fait quelque chose de terrible, pas vous. Nous devons parler à votre mère, » dit fermement mais gentiment l'officière. « Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons lui cacher. » Les épaules de Rory s'affaissèrent en défaite alors qu'elle hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Walter observa l'interaction, le cœur lourd. Il avait vu des enfants troublés auparavant dans ses années comme chauffeur de bus, mais jamais rien comme cela. Il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention des officiels. « Si c'est d'accord, » dit-il, « j'aimerais accompagner Rory à l'hôpital. Je veux m'assurer qu'elle ne soit pas seule en attendant sa mère. » L'assistante sociale considéra cela un moment, puis hocha la tête. « Ce serait bien, Monsieur Harmon. Nous aurons aussi besoin de votre déclaration à l'hôpital. » Un des officiers de police s'approcha de leur groupe. « Le principal a été contacté. Les informait-il. Il dit qu'il nous retrouvera à l'hôpital. » Walter hocha la tête, se souvenant du message qu'il avait envoyé plus tôt qui était resté sans réponse. Sa professeure principale, Madame Margaret, connaît aussi la situation. Je l'ai appelée plus tôt quand je suis devenu inquiet. Nous la contacterons aussi, confirma l'officier. Maintenant, amenons Rory à l'hôpital pour des soins appropriés. La salle d'urgence de l'hôpital mémorial Sainte-Marguerite bourdonnait de son chaos contrôlé habituel alors que Walter était assis dans une chaise en plastique inconfortable attendant des nouvelles. Après leur arrivée, Rory avait été emmené pour un examen, laissant Walter donner sa déclaration à la police dans une petite salle de conférence dans le couloir. Il vérifiqua sa montre. Près de 2 heures s'étaient écoulées depuis leur arrivée à l'hôpital. L'assistante sociale, une femme compatissante nommée Madame Rivera, lui donnait occasionnellement des nouvelles de ce qui se passait, mais les détails étaient nécessairement limités en raison de problèmes de confidentialité. Alors que Walter sirotait une tasse de café médiocre du distributeur, Madame Rivera s'approcha de lui à nouveau. « Monsieur Harmon, » dit-elle, prenant un siège à côté de lui. « Rory demande après vous. Ils ont fini l'examen initial et elle a été déplacée dans une chambre privée. Si vous souhaitez la voir, je peux vous y emmener maintenant. » Walter se leva immédiatement. « Oui, s'il vous plaît. » Madame Rivera le conduisit à travers un labyrinthe de couloirs vers une petite chambre où Rory était assise au bord d'un lit d'hôpital. Elle semblait impossiblement petite dans la blouse d'hôpital surdimensionnée, ses yeux rougis mais secs pour le moment. Une docteure féminine prenait des notes sur une tablette près de la fenêtre. « Walter » dit Rory, une pointe de soulagement dans sa voix. « Comment allez-vous, petite ?» demanda-t-il gentiment, prenant un siège dans la chaise à côté de son lit. Avant qu'elle puisse répondre, la docteure prit la parole. « Monsieur Harmon, je suis docteur Chen. Je comprends que vous êtes celui qui a initialement remarqué que quelque chose n'allait pas. » Walter hocha la tête. « Je suis le chauffeur de bus de Rory. J'ai remarqué qu'elle pleurait dans le bus tous les jours, puis j'ai trouvé ses pilules. » L'expression du docteur Chen était grave. « J'ai terminé mon examen de Rory, et j'ai confirmé qu'elle est effectivement enceinte, actuellement dans la première semaine de grossesse. » Walter ferma brièvement les yeux, la confirmation de ses pires craintes le frappant comme un coup physique. Quand il les rouvrit, il vit des larmes couler silencieusement sur le visage de Rory. Une commotion dans le couloir interrompit le moment. La voix d'une femme, haute de panique, pouvait être entendue demandant des informations personnelles hospitalières. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement et 2 femmes se précipitèrent à l'intérieur, une dans la fin trentaine et une autre peut-être 20 ans plus âgée. « Rory !» cria la femme plus jeune, se précipitant vers le lit et serrant la fille dans ses bras. « Oh mon Dieu, bébé, qu'est-ce qui s'est passé ?» La police a appelé et a dit
Elle s'arrêta, incapable de finir la phrase en tenant sa fille fermement. « Maman !» sanglota Rory, s'accrochant à sa mère. La femme plus âgée, vraisemblablement la grand-mère de Rory, se tenait au pied du lit, son visage un masque de choc et de fureur. « Où est-il » demanda-t-elle à personne en particulier. « Où est ce monstre ? Je le tuerai moi-même. » Dr. Chen s'avança. « Madame Carson, mère de Madame Carson. Je suis Dr. Chen. Je me suis occupé de Rory depuis son arrivée. Peut-être pourrions-nous parler en privé de son état. » La mère de Rory se recula légèrement, son visage pâle. « État ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ?» Dr. Chen jeta un coup d'œil à Rory, puis à sa mère. « Madame Carson, j'ai peur que Rory soit enceinte. » Les mots atterrirent comme une bombe dans la petite chambre. La mère de Rory vacilla sur ses pieds, son visage se vidant de ce qui restait de couleur. La grand-mère se précipita en avant pour la soutenir, l'aidant dans une chaise où elle s'assit lourdement, ses mains tremblant en couvrant sa bouche. « Non, chuchota-t-elle. Non, ça ne peut pas être. Elle n'est qu'une enfant. »« Je suis désolé, maman, » dit Rory, sa voix se brisant. « J'ai essayé de l'arrêter, mais... » « Ce n'est pas de ta faute, » l'interrompit férocement sa mère, atteignant sa main. « Rien de tout ceci n'est de ta faute. Tu comprends ? C'est Greg. Ce... » Les mots lui manquèrent alors qu'elle se dissolvait en larmes, son corps tremblant de sanglots. La grand-mère se tourna vers Dr. Chen, son expression dure. « Quelles sont les options ici ? Elle a 14 ans. Elle ne peut pas avoir un bébé. » Dr. Chen hocha solennellement la tête. « J'étais sur le point d'en discuter avec vous. Il y a des risques pour la santé associés à la grossesse à l'âge de Rory. De plus, étant donné les circonstances, il y a des options disponibles pour l'interruption si c'est ce que Rory et vous décidez est le mieux. La France a quelques-unes des lois d'avortement les plus progressives d'Europe, ajouta doucement Madame Rivera. Si c'est le chemin que vous choisissez, il n'y aurait pas de barrière légale. » Walter, se sentant comme un intrus sur ce moment familial profondément personnel, se leva tranquillement. « Je devrais vous laisser un peu d'intimité, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Attendez, » appela Rory. « S'il vous plaît, ne partez pas encore. » Sa mère se tourna, semblant remarquer Walter pour la première fois. « Qui êtes-vous » ? « C'est Walter Harmon, Madame Carson, » expliqua Madame Rivera. « Il est le chauffeur de bus scolaire de Rory. C'est lui qui a remarqué que quelque chose n'allait pas et a finalement alerté les autorités. » La grand-mère s'approcha de Walter, des larmes dans les yeux. « Vous avez sauvé notre fille, » dit-elle, serrant sa main fermement. « Merci, merci. » Walter hocha la tête, inconfortable avec les éloges. « J'ai juste fait ce que quiconque devrait faire. » La mère de Rory lutta pour se remettre debout et embrassa Walter de manière inattendue. « Merci, » chuchota-t-elle avant de s'éloigner, essuyant ses larmes. Un coup à la porte précéda l'entrée d'un officier de police. « Monsieur Harmon, pourrais-je vous parler un moment ?» Walter hocha la tête et suivit l'officier dans le couloir, laissant la famille à leur discussion privée avec la docteure et l'assistante sociale. « Je voulais vous mettre à jour sur la situation, » dit l'officier une fois qu'ils furent seuls dans un coin tranquille. « Greg Whitmore est en garde à vue et a été inculpé de multiples infractions graves. Il ne parle pas, mais les 3 hommes que nous avons arrêtés avec lui coopèrent en échange de charges réduites. »« Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?» demanda Walter. Selon leur déclaration, Whitmore a un historique de comportement prédateur. Il ciblait spécifiquement les mères célibataires avec des filles. L'expression de l'officier se durcit. Il était jaloux de Rory parce qu'elle venait du premier mariage. Il a profité d'elle et voulait briser son esprit pour que sa mère la rejette et se concentre uniquement sur lui et son enfant à venir. Walter se sentit malade face à la cruauté calculée. Pourra-t-il sortir sous caution? L'officier secoua la tête. Peu probable. Avec les preuves que nous avons et le témoignage des autres hommes, il fait face à de la prison ferme et nous enquêtons pour savoir s'il a un schéma de ce comportement avec d'autres victimes. Walter hocha la tête, soulagé que l'homme fasse à la justice. Qu'en est-il du principal et de Madame Marguerite? J'ai contacté les 2 plus tôt aujourd'hui. Ils sont tous les 2 au poste de police donnant des déclarations, confirma l'officier. Nous essayons de déterminer s'il y a eu de la négligence de la part de l'école à ne pas remarquer ou adresser les signes d'abus. Walter laissa échapper une respiration qu'il n'avait pas réalisé retenir. « Bien, c'est bien. Nous aurons besoin de vous pour témoigner si cela va au procès, » ajouta l'officier. « Mais c'est plus loin. Pour l'instant, vous devriez rentrer à la maison et vous reposer. Vous en avez fait plus qu'assez aujourd'hui. » Walter hocha la tête, soudainement conscient de l'épuisement profond qui s'était installé sur lui.
Je le ferai, promis-il. Walter sortit de la salle où il avait donné sa déclaration à la police, l'épuisement de la journée s'installant finalement dans ses os. En marchant dans le couloir, il remarqua une femme assise seule dans la salle d'attente, ses yeux rouges d'avoir pleuré, une main reposant protectivement sur son ventre très enceint. Elle leva les yeux alors que Walter s'approchait et la reconnaissance traversa son visage. Elle se leva avec quelque effort, tendant la main. « Monsieur Harmon, je suis Laura Carson, la mère de Rory. » Sa voix était douce mais ferme. « Je n'ai pas pu vous remercier correctement plus tôt pour ce que vous avez fait pour ma fille. » Walter serra sa main doucement. « Appelez-moi Walter, s'il vous plaît, et il n'y a pas besoin de remerciements. Comment va Rory ?» Laura fit signe au siège vide à côté d'elle et Walter s'assit. Elle se rassit dans sa chaise avec un soupir fatigué. Le docteur a confirmé qu'elle est effectivement enceinte, maintenant dans la première semaine. La voix de Laura se brisa légèrement. Ils nous ont expliqué les options. Elle tordit ses mains sur ses genoux. C'est une situation si impossible. Ma fille portant l'enfant de mon mari alors que je suis enceinte de 8 mois de son enfant également. Walter resta silencieux, comprenant qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour soulager un tel fardeau inimaginable. « Je n'ai jamais soupçonné, » continua Laura, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je pensais que la laisser avec Greg pendant que je restais chez ma mère pour me préparer pour le bébé était la bonne chose à faire. Notre famille a cette tradition. » Elle s'interrompit, secouant la tête. « Comment ai-je pu être si aveugle ?»« Vous ne pouviez pas savoir ?» dit doucement Walter. « Les hommes comme Greg sont des manipulateurs experts. Ils cachent leur vraie nature. » Laura hocha la tête, bien qu'elle ne semblât pas convaincue. Elle commença à se lever, une main s'appuyant contre l'accoudoir de la chaise. « Je devrais retourner auprès de Rory. Nous avons encore tant à discuter sur ce qui va se passer ensuite. » Alors qu'elle se levait, Éléonore, la grand-mère de Rory, s'approcha du couloir. Son visage était tiré, ses yeux rouges d'avoir pleuré, mais elle se tenait avec une dignité rigide. « Laura, Rory te demande, » dit-elle, puis se tourna vers Walter. « Monsieur Harmon, je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Éléonore Parker, la grand-mère de Rory. » Walter se leva et serra sa main. « Ravi de vous rencontrer, Madame Parker, bien que j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. » Soudain, Laura gémit fortement, se pliant en deux, son visage tordu de douleur alors qu'elle serrait son abdomen. « Laura ?» Éléonore se précipita vers sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je pense. » Parvint Laura entre ses dents serrées. « Le bébé arrive. » Walter appela immédiatement à l'aide, et en quelques instants le personnel médical convergeait vers eux. Les os de Laura avaient coulé et les contractions arrivaient rapidement. « Elle n'en est qu'à 38 semaines, » dit Éléonore au docteur, sa voix tremblante. Le bébé ne devait pas naître avant encore 2 semaines. « Le stress a probablement déclenché un travail précoce, » expliqua le docteur alors qu'ils aidaient Laura dans un fauteuil roulant. « Nous devons l'amener immédiatement au service de maternité. » Alors qu'il commençait à l'emmener, Laura tendit la main et saisit le poignet de Walter. « S'il vous plaît, haltez-elle à travers une autre contraction. Restez avec Rory. Ne la laissez pas seule. » Walter hocha la tête. « Je promets. » Éléonore sembla déchirée, regardant entre sa fille emmenée et la direction de la chambre de Rory. « Rory ne devrait pas être seule maintenant, mais Laura a besoin de moi aussi. »« Allez avec votre fille, » l'assura Walter. « Je resterai avec Rory jusqu'à ce que vous puissiez revenir. » Éléonore n'hésita que brièvement avant de hocher la tête. « Merci. Je reviendrai dès que possible. » Alors qu'Éléonore se dépêchait de suivre l'équipe médicale transportant sa fille, Walter entra prudemment dans la chambre de Rory. La fille était assise au bord de son lit, son visage un masque de peur et de confusion. « Est-ce que ma maman va aller bien ?» demanda-t-elle dès qu'elle vit Walter. « Votre maman est forte, » la rassura Walter, prenant un siège dans la chaise à côté de son lit. « Les docteurs prennent bien soin d'elle. » Rory hocha la tête, bien qu'elle ne semblât pas convaincue. Elle s'est tellement énervée quand nous parlions de quoi faire. Sa main alla inconsciemment à son ventre. « Grand-mère disait que je devrais le garder, que nous pourrions dire que c'était quelqu'un d'autre, un garçon de l'école ou quelque chose. » Walter maintint son expression neutre, bien qu'intérieurement il fût troublé par la suggestion. « Qu'est-ce que votre maman a dit ?» Elle s'est vraiment mise en colère. Elle a dit qu'elle ne me laisserait pas sacrifier ma vie ou porter ce rappel pour toujours. La voix de Rory baissa à un murmure. Puis elle a commencé à avoir mal. Il restait en silence pendant un moment avant que Rory parle à nouveau, sa voix si silencieuse que Walter dut se pencher en avant pour l'entendre.
J'ai entendu ma grand-mère parler à une infirmière. Elle a dit que le nouveau bébé arriverait bientôt et que ma maman n'aurait plus de temps pour elle et m'aimerait moins. Que l'infirmière devrait juste, vous savez. Walter se retourna vers Rory, choisissant ses mots soigneusement. « Rory, je veux vous dire quelque chose d'important, dit-il. J'ai 5 enfants à moi. Chacun est différent. Chacun est spécial à sa façon. Et pas une fois, pas un seul instant, aimer l'un d'eux n'a signifié que j'avais moins d'amour pour les autres. » Rory leva les yeux vers lui, ses yeux écarquillés. « L'amour ne fonctionne pas comme ça, » continua Walter. « Ce n'est pas comme une tarte où chaque personne reçoit une part plus petite quand quelqu'un de nouveau arrive. C'est plus comme, » il chercha la bonne métaphore, « comme une bougie qui en allume une autre. La première flamme ne devient pas plus petite. À la place, il y a juste plus de lumière. »« Vous croyez vraiment ça » demanda Rory, sa voix petite. « Je le sais » affirma Walter. « Votre mère vous aime, Rory. Un nouveau bébé ne changera pas cela. Et quelle que soit la décision que vous prenez concernant votre propre situation, cela ne changera pas non plus son amour pour vous. » Rory resta silencieuse longtemps, considérant ces mots. Finalement, elle leva les yeux vers lui avec l'ombre d'un sourire. « Merci d'avoir trouvé ces pilules, Walter, et de nous avoir suivis aujourd'hui. J'avais tellement peur. Je ne pouvais pas simplement détourner le regard quand je savais que quelque chose n'allait pas, dit simplement Walter. Ce n'est pas qui je suis. » Alors qu'ils s'asseyaient ensemble attendant des nouvelles de Laura et du bébé, Walter réfléchit aux événements qui l'avaient amené ici. Une simple observation, un moment d'inquiétude, une décision d'agir plutôt que d'ignorer. De petits choix qui avaient changé le cours de la vie d'une jeune fille. Il ne savait pas quelle décision Rory et sa famille prendraient ultimement ou comment le processus de guérison se déroulerait dans les jours et semaines à venir. Mais il savait qu'en choisissant de faire attention, en refusant de détourner le regard d'un enfant en détresse, il avait fait une différence. Et à la fin, peut-être était-ce tout ce que chacun de nous pouvait espérer faire. Remarquer quand quelqu'un a besoin d'aide et trouver le courage d'agir. 3 heures plus tard, Éléonore revint dans la chambre de Rory, ses vêtements froissés mais un sourire radieux sur son visage. « Comment va maman » demanda immédiatement Rory. « Ta maman va bien » dit Éléonore, s'asseyant au bord du lit et prenant la main de Rory. « Et tu as une petite sœur. Elle est arrivée un peu tôt, mais elle est en parfaite santé. » Rory éclata en larmes. Mais pour la première fois depuis que Walter la connaissait, c'était des larmes de joie. « Je peux la voir ?»« Bientôt, promis Éléonore. D'abord, nous devons parler de toi et de ce qui va se passer ensuite. » Walter se leva pour leur donner de l'intimité, mais Rory l'arrêta. « Non, restez s'il vous plaît. Vous faites partie de cette histoire aussi. » Au cours de l'heure suivante, ils discutèrent des options, des décisions difficiles et de la route de guérison qui s'étendait devant eux. Ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des semaines, Rory n'était plus seul. Alors que Walter partait finalement de l'hôpital cette nuit-là, il savait qu'il avait été témoin de quelque chose de puissant. La capacité de la bonté humaine à triompher même dans les circonstances les plus sombres. Une simple observation, un moment de compassion, et le courage d'agir avait sauvé une vie et donné à une famille la chance de guérir. Et parfois, c'est tout ce qui compte.